tu vas payer pour le mariage luxueux de ta sœur, a ricané papa, après qu'elle a choisi un complexe hôtelier à Saint-Tropez coûtant 65 000 euros. Vous, les parasites ingrats, ne méritez pas un sou. J'ai craqué. Ils m'ont renié. Puis ils ont été publiquement humiliés quand tout s'est effondré. J'aurais dû le prévoir, rien qu'à la façon dont Camille a lâché la nouvelle, comme si elle annonçait un couronnement. Elle se tenait droite au bout de la salle à manger, les yeux pétillants sous la lumière du lustre, et elle a déclaré « Nous avons choisi Saint-Tropez pour la cérémonie. » Pas simplement une célébration, non. L'événement. Comme si les projets de personne d'autre n'avaient jamais compté. Tout le monde a applaudi, évidemment. Maman a porté la main à sa poitrine, bouche bée, comme si Camille venait de poser un vaisseau spatial sur la table. Même Lucas, mon petit frère, la regardait avec des étoiles dans les yeux. Moi, je fixais Camille. Ce n'était pas un mariage, c'était une arnaque de luxe, habillée en conte de fées. Camille et moi n'avons jamais été proches. Elle est la Benjamine, de 5 ans ma cadette, traitée comme une princesse, pendant que moi je portais les charges de toute la famille. J'ai 31 ans aujourd'hui. Je suis celui qu'on appelle à la rescousse. Celui qui a réglé la facture du garagiste quand papa n'a pas pu. Celui qui a payé les soins dentaires de maman que la mutuelle ne couvrait pas. Celui qui a avancé 2 mois de loyer à Lucas quand il a perdu, une fois de plus, son job dans une start-up tech. Cela fait plus de 10 ans que je tire cette famille hors de la galère. Discrètement. Sans jamais rien demander en retour. Sans jamais entendre un merci. Alors, quand papa m'a lancé ce regard après l'annonce de Camille et qu'il a dit « Tu vas nous aider », bien sûr, comme s'il me demandait d'aller chercher du lait, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Aider ne signifiait pas soutenir. Cela voulait dire « Donne-nous ton argent et tais-toi ». Et c'est là que j'ai compris. Il y avait quelque chose de pourri, et je n'avais jamais osé le voir. Une ancienne version de moi aurait dit oui. Aurait vidé son épargne, annulé ses projets, mis de côté ses rêves. Mais pas cette fois. 2 jours plus tard, Camille m'a envoyé un message. C'était un lien vers un site web. Celui d'un complexe hôtelier hors du temps, digne d'un oligarque. Suite flottante, personnel privé, eau turquoise. Le genre d'endroit où il n'y a pas de prix sur les menus, parce que si tu poses la question, c'est que tu ne devrais pas être là. Son message disait, c'est celui-là. Papa a dit que tu t'en occupais. Trop hâte. J'ai fixé mon téléphone. Même pas surpris. Juste choqué par la désinvolture. Aucun doute, aucune hésitation. Juste cette certitude glaciale que mon rôle, c'était de financer les vacances de rêve de Camille. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai attendu le soir suivant, après une journée éreintante et 2 heures à la préfecture pour déposer des papiers pour Lucas. Encore un service que j'ai rendu sans qu'on me le demande. Une fois rentré, je me suis assis à la table, j'ai ouvert mon appli de budget et j'ai regardé les chiffres. Techniquement, je pouvais payer. De justesse. Mais cela détruirait tout ce que j'avais construit. Plus d'apport pour la maison que je comptais acheter l'an prochain. Plus de fonds d'urgence si maman retombait malade. Plus rien pour lancer l'entreprise que je rêve de créer depuis des années. Et pourquoi? Pour que Camille sirote des cocktails hors de prix dans une bulle artificielle et fasse croire qu'elle est célèbre? Le lendemain matin, j'ai appelé papa. Je me suis dit qu'il méritait une vraie conversation. Même si, au fond, je savais déjà ce qui m'attendait. Il a décroché à la 3e sonnerie. Salut, champion. Elle t'a envoyé le lien du complexe? Oui, ai-je répondu, le ton neutre. Papa, je ne paierai pas. Rien du tout. Et là, la voix que j'ai connue toute ma vie, à mi-chemin entre la culpabilité et la domination, a percé, qu'est-ce que tu viens de dire? Je ne vais pas dépenser 65 000 euros pour ce mariage, ai-je dit, calme. J'ai déjà donné plus qu'assez. Tu crois qu'on te demande la charité, il a hurlé. C'est ça, la famille. Tu t'occupes toujours de tout. T'es toujours celui qui sauve les meubles. Et maintenant tu joues les rebelles? Ce n'est pas ça, ai-je répondu, la voix toujours posée. Vous n'êtes pas en train de demander. Vous m'exigez de sacrifier mon avenir. Puis c'est arrivé. L'explosion. Je l'attendais, mais je n'étais pas prêt. Sa voix a tonné à travers le combiné, tu n'es plus rien pour moi. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas haussé le ton. J'ai juste respiré lentement, profondément. Très bien, ai-je dit. Alors ne compte plus jamais sur moi. Et j'ai raccroché. Un étrange soulagement m'a envahi. Comme si je posais enfin une valise trop lourde, que je traînais depuis des années.
Sans même me rendre compte qu'elle m'écrasait. Pour la première fois depuis que je suis adulte, j'ai dit non. Et je l'ai assumé. Je ne savais pas ce qui allait suivre. Mais une chose était sûre, j'en avais fini d'être le paillasson fiable. Le silence qui a suivi était assourdissant. Aucun appel. Aucun message. Ni de papa. Ni de Camille. Même pas de maman, qui essaie pourtant toujours de calmer les choses quand l'ambiance devient tendue. Une partie de moi s'attendait à voir quelqu'un sonner à la porte le lendemain matin, avec un gratin et une leçon sur le pardon. Mais non. Rien. Personne. C'était étonnamment paisible. 3 jours sont passés, dans un silence total. Puis le déferlement a commencé, sur Instagram. Le profil de Camille s'est transformé en défilé numérique. Elle a publié une photo du complexe exact qu'elle m'avait envoyé, accompagnée du texte « Quand ta propre famille te laisse tomber, tu fais en sorte que ça marche quand même. » Mariée débrouillarde, budget minimal, Camille Mao. Ensuite venait une série d'émojis et une photo d'elle sirotant du cidre pétillant dans une boutique de robes de soirée. Ses amis ont vite envahi les commentaires, Yas Queen. Trop fier de toi, ou encore qui a besoin de lui. Les frères, parfois, c'est vraiment nul. De loin, je me suis tu. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Tout le monde avait vu le post. Des cousins éloignés, des collègues, même certaines personnes avec qui je travaille. Quelques-unes m'ont écrit en privé pour me demander ce qui s'était passé. Je leur ai donné la même réponse qu'à moi-même, cette fois, j'ai dit stop. Mais le vrai retournement est arrivé une semaine plus tard, quand j'ai reçu un appel de ma cousine Nova. C'est l'une des rares personnes de la famille à qui je fais vraiment confiance. Discrète, intelligente, jamais embarquée dans les drames. Elle bosse dans la finance, et elle adore littéralement relire des contrats pour le plaisir. Salut, elle a dit. Je veux pas foutre le feu mais, t'as entendu ce qui se passe avec l'argent du mariage. J'ai haussé un sourcil. Qu'est-ce qu'il se passe? Ton père essaie de tout financer tout seul. Il a pris un prêt perso, et au moins une nouvelle carte de crédit, peut-être 2. Je l'ai entendu en parler avec tonton Benjamin au brunch. Il avait l'air stressé. Mon estomac s'est noué. Tout s'expliquait. Le silence radio. Le poste fanfaron de Camille. Papa essayait de prouver qu'il n'avait pas besoin de moi. Qu'il pouvait gérer tout ça, seul, sans l'aide du fil ingrat. Mais s'il faisait cavalier seul, il coulait à vue d'œil. Et ça n'a pas mis longtemps à s'effondrer. Peu après, Camille a publié une mise à jour floue, changement de programme, avec une photo d'elle en pleurs dans un parking souterrain. Apparemment, le lieu avait annulé, évoquant des soucis financiers soudains. Plusieurs prestataires qu'elle avait réservés ont commencé à la mentionner publiquement, disant qu'ils n'avaient jamais été payés. L'organisatrice de mariage a même tweeté une phrase énigmatique sur des clients qui disparaissent quand arrivent les factures. J'ai regardé tout ça se dérouler comme on regarde un accident de train au ralenti. Toujours pas un mot pour moi. Jusqu'à ce que quelqu'un m'écrive enfin. 3 semaines après avoir coupé les ponts avec papa, mon téléphone a vibré. Son nom s'est affiché. J'ai ignoré. Il a rappelé. Puis encore. Au 4e appel, j'ai décroché. Sa voix était sèche, plus faible que dans mes souvenirs. C'est moi. Écoute, je sais que ça a dérapé mais on est dans une impasse. Le complexe a annulé, les vols approchent, les prestataires menacent de porter plainte. J'ai plus rien. Je n'ai rien dit. Il a ajouté, on a juste besoin d'un petit coup de main, juste le temps de remettre les choses en ordre. J'ai laissé un silence pesant s'installer. Puis j'ai demandé, pourquoi tu appelles quelqu'un que tu as enterré? Il s'est tu lui aussi. Peut-être que mes mots ont percuté. Il s'est éclairci la voix, allez, fiston, fais pas ça. On est une famille. J'ai esquissé un sourire fatigué, amer. Exactement. Et une vraie famille, ça n'abandonne pas l'un des siens juste parce qu'il a arrêté de sortir son portefeuille. J'ai mis fin à l'appel. Je ne me suis pas senti vainqueur. Ni en colère. Juste, libre. Et cette liberté, elle allait leur coûter plus cher que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Camille a essayé de maintenir l'illusion. Je dois lui reconnaître ça. Elle a continué à faire semblant. Des photos de plage retouchées, des clichés recyclés d'un enterrement de vie de jeune fille probablement bidon, des stickers de compte à rebours sur sa story, 3 jours avant pour toujours, 2 jours avant de dire oui. Mais tout cela n'était que vitrine. En coulisses, tout s'écroulait comme un ruban bon marché. Je n'ai plus jamais entendu papa directement.
Mais Nova m'a tenu au courant. Le complexe est définitivement désisté après le rejet du deuxième paiement. Le caméraman s'est retiré après avoir reçu un faux virement. Les réservations de vol faites via un tarif de groupe n'avaient en réalité jamais été confirmées. La plupart des invités n'étaient au courant de rien, mais continuaient à faire leurs valises, à consulter les prévisions météo des tropiques, à taguer Camille avec des légendes comme « En route pour Saint-Tropez ». Regarder tout ça, c'était comme voir des gens danser sur un navire en train de couler lentement. Puis est arrivé le gigantesque fil de discussion. Camille avait créé un groupe de messages pour organiser les invités et les détails du voyage. J'y avais été ajouté au début, mais j'avais coupé les notifications. Je les ai réactivées, juste à temps pour assister à l'effondrement. Une personne a demandé quand le programme officiel serait partagé. Une autre a dit que son billet d'avion n'était toujours pas confirmé. Quelqu'un d'autre a parlé du dîner d'accueil, parce qu'il venait d'appeler l'hôtel, qui lui avait dit que c'était annulé. Puis, boum. Quelqu'un a demandé, attendez, il y a toujours un mariage. Camille a répondu avec une avalanche de messages paniqués, tout va bien. Juste un petit malentendu. Merci de ne pas embêter le complexe. On a dû ajuster quelques trucs, mais c'est toujours prévu. Ne croyez pas les rumeurs. Mais le mal était fait. Tous les membres du groupe ont commencé à recoller les morceaux plus vite qu'elles ne pouvaient inventer des excuses. Quelqu'un a posté une capture d'écran de la page Facebook de l'hôtel annonçant une fermeture pour travaux, clairement une excuse de façade. Un autre invité a partagé une capture d'écran d'un message privé du photographe, « Je n'ai pas été payé. Je me retire. » Et là, tout a explosé. Le fil de discussion est devenu un champ de bataille. Et au beau milieu de ce chaos, non, papa n'a toujours pas envoyé de message. Il est venu en personne. C'était la veille de ce qui devait être le grand jour. J'ai ouvert la porte d'entrée, et il était là. Son costume était un peu froissé, son visage livide, ses yeux vides. Il se tenait comme un homme revenant d'un enterrement. « On devrait parler », a-t-il dit. Je me suis appuyé contre le chambranle. « De quoi ? Je croyais ne plus être ton fils. » Il a baissé les yeux. J'étais furieux, je ne le pensais pas, aussi, tu le pensais, lui ai-je répondu. Mais maintenant que tout s'écroule, je redeviens subitement utile. Il n'a pas répondu. Ses mains tremblaient le long de son corps. Elle s'effondre, a-t-il murmuré. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je suis resté silencieux. Le vide s'est installé entre nous. Puis il a demandé, dis-moi juste ce que je suis censé faire. Pendant une seconde, j'ai presque eu de la peine pour eux. Presque. Mais j'ai repensé à toutes ces années à être traité comme un distributeur automatique, comme une machine, pas comme un fils. Tu vas devoir te débrouiller tout seul, ai-je dit. Et j'ai fermé la porte. À l'intérieur, je suis resté debout un moment. Le bourdonnement de mon appartement était le seul son. À travers le verre dépoli, je voyais encore sa silhouette. Il se tenait là, comme quelqu'un priant pour un miracle qui n'arriverait jamais. La nouvelle est tombée sur les réseaux sociaux avant même que j'aie terminé mon café. Une vidéo verticale floue, postée par une des demoiselles d'honneur de Camille, avec comme titre « Je ne comprends même plus ce qui se passe ». Curieux, j'ai cliqué. Là, c'était Camille, en robe de mariée, faisant les 100 pas dans une salle à moitié décorée qui n'était clairement pas à Saint-Tropez. Son voile était de travers, elle était pieds nus sur le sol brillant, l'air paniqué. Du mascara coulait sur une joue. Une quinzaine d'invités étaient assis, mal à l'aise, chuchotant entre eux, les yeux rivés sur leur téléphone, ne sachant pas s'il assistait à un mariage ou à une dépression filmée. Camille pleurait fort, des sanglots théâtraux qui résonnaient dans la salle vide. Puis elle a hurlé. Pas des mots. Juste du son. Une frustration brute. La demoiselle d'honneur tenant le téléphone a murmuré, « Je devrais arrêter de filmer. » Mais elle ne l'a pas fait. Bien sûr que non. Pourquoi l'aurait-elle fait? La vidéo tournait en boucle. Je me suis affalé sur le canapé et je l'ai laissé défiler. Ma sœur. La même fille qui m'avait traité d'égoïste parce que je ne voulais pas utiliser mon épargne universitaire pour payer son bronzage avant le bal de promo. Elle s'effondrait maintenant devant Internet, parce que le monde avait enfin cessé de nourrir ses illusions. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas eu pitié non plus. Plus tard dans la journée, Nova m'a appelé. Elle est chez ton père, m'a-t-elle dit. Elle ne s'arrête pas de pleurer. Il a l'air d'avoir pris 15 ans en une nuit. Maman ne dit rien. C'est un peu inquiétant. Et toi, ai-je demandé. Elle a soufflé. Je mange du pop-corn. Je regarde le déraillement le plus lent jamais filmé. Ce soir-là, on a frappé.
Je savais déjà que c'était Camille. Elle portait encore la moitié de sa tenue de mariée. Juste le bustier maintenant, et des sandales empruntées, probablement celles de maman. Ses yeux étaient gonflés, rouges, une fausse cils collée à sa joue. Au début, elle n'a rien dit. Elle m'a juste regardé, comme si j'étais la dernière chose dans ce monde qui avait encore un sens. Comme si j'étais le dernier obstacle avant qu'elle n'affronte enfin la réalité. Je voulais juste que tout soit magique, a-t-elle murmuré. J'ai hoché légèrement la tête. Je comprends. Elle s'est essuyée sous le nez. Tu devais me soutenir. Non, ai-je répondu calmement. Je devais prendre soin de moi. Elle n'a rien dit. Pour une fois, elle n'avait rien à répliquer. Puis elle a demandé, je peux entrer? J'ai secoué la tête. Pas ce soir. Ce n'était pas pour être cruel. Mais parfois, la seule façon pour quelqu'un d'apprendre, c'est de rester assez longtemps dans le désastre qu'il a créé pour comprendre d'où vient la douleur. Elle est restée silencieuse un instant de plus, puis elle a fait un petit signe de tête et s'est retournée. Quand j'ai refermé la porte, quelque chose a changé en moi. Je n'étais pas en colère. J'avais juste terminé. Le lendemain matin, à exactement 7 heures, un message a surgi dans le groupe familial. Papa, on doit parler. Réunion familiale à 17 heures ici. Pas de salut. Pas de ponctuation, sauf un point final. Typique de lui. Froid. Raide. Essayant de reprendre le contrôle après avoir mis le feu à tout, 3 semaines plus tôt. Je l'ai regardé un moment, puis je me suis levé, j'ai préparé à manger et j'ai continué ma journée. Vers midi, Nova m'a envoyé un message. Tu y vas? J'ai répondu, je sais pas, elle a dit, sage décision. Je n'ai rien répondu. À 17h-5, j'étais garé devant chez eux. Le soleil glissait lentement sur l'allée en béton. Cette maison, j'y avais réparé le toit après une tempête de verglas, 3 hivers plus tôt. J'étais resté devant la porte de Camille, à tenter de l'apaiser après qu'elle a crié que sa fête d'anniversaire de 16 ans avait été ruinée à cause de décorations mal assorties. Maintenant, tout était silencieux. Aucun bruit. Aucune fête. Juste le vrondissement d'une tondeuse à quelques maisons de là, et le poids discret de quelque chose qui s'effondrait de l'intérieur. À 17h pile, j'ai tourné la clé, fait marche arrière, et je suis parti. Je n'avais plus besoin d'être dans cette pièce. Et je n'ai rien manqué. Nova m'a appelé le lundi matin. Ils ont fait comme si de rien n'était, a-t-elle dit en mâchant son petit déjeuner. Papa a fait un grand discours sur le devoir et l'esprit de famille, comme si ce n'était pas lui qui avait pété un câble et transformé ton portefeuille en parc d'attractions. Et Camille? Elle a pleuré, a répondu Nova d'un ton plat. Puis elle a demandé si quelqu'un avait vu son sac à robe. Elle a dit qu'elle pensait peut-être rendre la robe. Pas pour de l'argent, juste parce qu'elle ne pouvait plus la regarder. Ta mère est restée muette. Presque immobile. Elle a fixé le tapis pendant tout ce temps. Ton nom a été mentionné une fois, puis papa l'a coupé net. Ne parlons pas de lui, a-t-il dit. Comme si tu n'avais pas empêché ce cirque de brûler entièrement il y a longtemps. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je n'étais pas choqué. Juste engourdi. Ils vont continuer à faire semblant, a ajouté Nova. Faire comme s'ils avaient tout tenu ensemble. Mais cette fois, tout le monde a vu la vérité. J'ai pris une grande inspiration. C'est là que j'ai compris. Je ne portais plus ce poids. Et je n'allais pas le reprendre. Quelques jours plus tard, maman m'a envoyé un message. Maman, est-ce qu'on peut parler? Aucune excuse. Aucune reconnaissance. Même pas un, comment tu vas? Juste assez vague pour paraître inoffensif. Juste assez familier pour faire mal. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, elle est apparue sur le pas de ma porte. Elle tenait un Tupperware en plastique, comme si on était encore dans les années 90 et qu'on prétendait que tout allait bien. J'ai fait des lasagnes, a-t-elle dit doucement. Comme si ça pouvait réparer quelque chose. J'ai regardé le plat, puis elle. Elle a esquissé un sourire crispé. Ton père ne pensait pas ce qu'il a dit. J'ai levé un sourcil. Il m'a dit que j'étais mort. Elle a tressailli. Il était en colère. Moi aussi j'étais en colère. Mais je n'ai jamais essayé d'effacer mon propre enfant. Son visage a changé. Elle a déplacé le récipient, comme s'il pouvait dire ce que sa bouche n'arrivait pas à exprimer. Puis elle a prononcé les mots que je savais qu'elle finirait par dire. Tu sais comment il est. J'ai hoché la tête. Oui, je sais. Et j'ai fermé la porte.
Le plat est resté dehors, intact. Je n'ai plus eu de nouvelles de Camille jusqu'à ce qu'une notification s'affiche. Cela commençait par une demande d'argent. 320 € pour les rendez-vous chez la couturière. Aucune explication. Aucun message. Aucun pardon. Juste une vibration discrète, comme si elle s'attendait à ce que j'oublie. Je ne lui devais rien. J'ai fixé la demande pendant une minute entière avant de la rejeter et de répondre « Je ne finance pas les illusions ». Quelques heures plus tard, une autre alerte. « Camille, honnêtement, je ne sais pas pour qui tu te prends. » Je n'ai pas répondu. Puis un autre message est arrivé. « Camille, tu as empiré toute cette situation. Tu avais juste à être là. Personne ne t'a demandé d'être un saint. Juste d'être présent, comme le fait une vraie famille. » Cette phrase m'a arrêté une seconde. Parce qu'elle y croyait. Elle pensait vraiment que famille voulait dire, arriver avec de l'argent, faire semblant de sourire, et considérer ses caprices comme ma responsabilité. C'est comme ça qu'elle m'avait toujours vu. L'invisible. Celui qui paie les factures, qui fait tourner la machine, puis qui disparaît en silence. Mais plus maintenant. Alors j'ai fini par répondre. Moi? Tu m'as traité d'égoïste. Papa a dit que j'étais mort. Et maintenant vous voulez que j'agisse comme si rien de tout ça n'avait existé? Aucun retour. Jusqu'à 23h47. Juste au moment où je m'endormais. Elle a écrit, Camille, je ne sais pas qui je suis, sans toi pour réparer les choses. J'ai regardé l'écran. Pas de colère. Pas de sarcasme. Juste la vérité la plus brute qu'elle m'ait jamais envoyée. Je n'ai pas répondu. Certains silences sont nécessaires. Certaines cassures ne doivent pas être recollées. Plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Puis j'ai écouté. Cette fois, sa voix n'était pas en colère. Pas de cri. Pas d'amertume. Juste, fatigué. Papa. Messagerie. J'ai tout foutu en l'air. 3 petits mots. C'est comme ça qu'il a commencé. Je ne pensais pas que tu partirais vraiment. Je ne croyais pas que tu t'en irais. Tu as toujours été celui qui arrangeait tout. Qui gérait les catastrophes. Il a fait une pause. Une pause qui ressemblait à des années. J'ai cru que tu interviendrais encore. Je pensais avoir le temps de réparer les choses. Je ne pensais pas que Camille s'effondrerait comme ça. Puis une autre pause. Tu avais raison. Pas d'excuses. Pas d'orgueil. Juste la vérité. Silencieuse. Tu ne nous devais rien. Et moi, je n'ai jamais mérité ce que je t'ai exigé. Je comprends enfin. Je voulais juste dire que je suis désolé. C'était tout. Aucun appel à l'aide. Aucune demande. Juste le silence. Je suis resté assis dans le noir pendant longtemps. Pas en colère. Pas soulagé. Juste immobile. Il avait finalement dit ce que je pensais qu'il ne dirait jamais. Pas en criant. Pas en me culpabilisant. Juste honnêtement. Mais je n'ai pas rappelé. Parce que parfois, une excuse arrive trop tard. Et parfois, ce n'est même pas une question de pardon. C'est simplement comprendre que ce n'est pas toi qui as provoqué le désastre. Cela fait 6 mois depuis ce message vocal. Camille ne m'a plus jamais recontacté. Papa n'a pas donné suite. Maman a envoyé un seul message. Une photo de notre vieux chien, avec un pull en laine. En légende, je me suis dit que ça te ferait sourire. Je n'ai pas répondu. Le silence est resté. Parfois, aimer sa famille, c'est savoir poser des limites. Ce n'est pas refuser de pardonner, mais refuser de se perdre pour les autres. On croit souvent que l'amour se mesure au sacrifice, mais le vrai respect commence quand chacun est vu comme une personne entière, pas comme une solution. Le silence qu'il a choisi n'est pas une rupture, c'est une façon de se reconstruire. Et si ce silence reste, au moins il aura mis fin à un cycle. Pour qu'un jour, aimer ne rime plus avec s'effacer, mais avec se respecter.